Jenny Mériot, vous rappelez la filiation entre le mandat de civilisation, qui a justifié des expéditions coloniales, et la responsabilité de protéger, qui a justifié plusieurs expéditions militaires contemporaines, notamment en Libye en 2011. Pouvez-vous développer cet aspect ? Alors on a une très grande continuité dans la mise en place d'une doctrine de la guerre juste par les États occidentaux pour justifier les aventures impérialistes. Et cette continuité, elle est frappante puisque dès le XVIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, nous avons sous diverses appellations cette doctrine de la guerre juste qui est sans cesse renouvelée sur des bases plus actualisées, sur des bases plus humanistes, sur des bases plus modernes. Et on peut en faire la généalogie, c'est ce que je fais dans le livre. Donc un des premiers grands humanistes du droit international à avoir fait ce geste-là, c'est Francisco de Vitoria, qui fait partie de l'école de Salamanque au XVIe siècle et qui écrit que les Indiens, donc les Indiens d'Amérique du Sud, les indigènes, les autochtones, ont une âme. Et comme ils ont une âme, eh bien, on ne peut pas les exterminer, on ne peut pas les réduire en esclavage comme cela. Ils font partie du droit naturel qui s'impose à tous les hommes. Et que dit le droit naturel selon Francisco de Vitoria ? Il dit qu'il y a un principe qui est celui du devoir d'hospitalité et du devoir de commerce. Toutes les nations doivent commercer et doivent accepter les étrangers. Or, ces autochtones se rebellent, ils ne veulent pas commercer et ils ne veulent pas se faire envahir. Et donc, eh bien, c'est normal que les Espagnols, en position de légitime défense, les exterminent. Donc, c'est une manière de justifier exactement la même finalité, c'est-à-dire l'extermination, la mise en colonisation, mais avec des principes juridiques humanistes. Et on retrouve cette déclinaison tout au long de l'histoire du droit international, avec cette idée du mandat de civilisation, ensuite le mandat pour exporter la démocratie et la responsabilité de protéger. Donc en fait, toutes ces doctrines sont des doctrines de la guerre juste, avec de nouveaux arguments qui vont justifier des aventures impérialistes. Et ce qui d'ailleurs a été modernisé par Kant. À nouveau, nous revenons à son projet de paix perpétuelle de 1795. Donc il y a cette idée que si tous les États sont des républiques, alors ils ne se font pas la guerre entre eux, nous arrivons à la paix perpétuelle. Et de cette idée-là, on a développé une théorie qui est la théorie de la paix libérale démocratique, qui n'est plus une théorie normative, mais une théorie qui serait empirique, c'est-à-dire les politistes ont calculé que les républiques, les démocraties ne se faisaient pas la guerre entre elles. Dès lors, à l'aide de cette théorie empirique qui se révèle en réalité fausse, mais en tout cas qui a été présentée comme une doctrine, comme une théorie scientifique empirique, eh bien, l'administration des États-Unis et dans son sillage l'ensemble des régimes occidentaux ont décidé qu'il fallait démocratiser l'ensemble du monde pour assurer cette paix perpétuelle. Et c'est l'une des raisons qui explique le regime change, qui, comme on l'a vu en Libye, par exemple, n'est qu'un des objectifs, en fait, de la responsabilité de protéger. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est dans ce livre-là, en lien avec le livre précédent, c'est de montrer la manière dont ce droit international a été historiquement créé par les États occidentaux, donc de la même manière au service de leurs intérêts, mais parés des normes universelles ou de la prétention à l'universalité pour assurer des intérêts stratégiques impérialistes. Et on en vient maintenant à la question du rapport entre démocratie et dictature, le rapport à la guerre. En fait, c'est dans le libéralisme qu'on a cette idée très très ancrée qu'il ne faut pas appliquer le droit international ou le droit tout court de la même manière en fonction du type de régime. La Charte des Nations Unies proclame la souveraineté, l'égale souveraineté de tous les États sans mentionner le type de régime. Mais la pratique qu'en ont fait les Occidentaux, fondée sur cette idée libérale qu'on retrouve chez Kant, qu'il doit y avoir des différences en fonction du type de régime sur l'application du droit, eh bien, c'est ce qui nous emmène aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes avec
cette opposition entre le bloc occidental, qui serait le bloc démocratique, et le bloc non occidental, qui vient remettre en cause ce caractère profondément néocolonial et impérialiste du droit international. Si on s'intéresse à l'histoire des guerres interétatiques qui ont été menées depuis que nous avons la Charte des Nations Unies, c'est sans conteste les États-Unis qui sont le premier pays en guerre, et c'est donc l'un des pays proclamés comme étant la démocratie. Et aujourd'hui, c'est bien les États-Unis qui proposent de substituer au droit international ce qu'il appelle l'ordre international fondé sur les règles, Rule-Based Order. Et aujourd'hui, au Quai d'Orsay, on ne parle plus de droit international, on parle d'ordre international fondé sur les règles. C'est-à-dire que cette substitution par les États-Unis de ce que nous avions dans la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire du droit international fondé sur l'égale souveraineté, cette substitution qui a été proposée par les États-Unis sur le fondement de toutes ces théories de la paix libérale démocratique, etc., du régime change, eh bien aujourd'hui, en Union européenne, dans tous les États de l'Union européenne, ou presque, nous avons désormais cette doctrine qui est la nôtre. Et donc, inévitablement, on va devoir être confronté à ce qui est déjà en fait en train d'arriver, qui est une remise en cause absolument profonde de ce qui a été fait par l'Occident, de l'instrumentalisation du droit international. Mais si on prend la Russie et la Chine, alors on peut dire que, en tout cas, les principes qu'elle proclame sont ceux de la Charte des Nations Unies, plutôt que le Rule-Based Order. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation peut-être paradoxale, où ce sont les États non occidentaux qui, en s'opposant à l'hégémonie occidentale, finalement s'opposent à la substitution du droit international par le Rule-Based Order. Et une dernière question pour vous, Johan Chapoutot. On peut rappeler que l'un des arguments mobilisés par les nazis pour envahir la Pologne consistait dans la protection des minorités germanophones, supposément opprimées par les autorités polonaises. Pour rappel, la crise des Sudètes s'est soldée par la conférence de Munich, au cours de laquelle les États ouest-européens ont accepté le commencement de l'expansion nazie. Aujourd'hui, le souvenir de Munich est évoqué à tout bout de champ. Que vous inspire cette mobilisation permanente de la conférence de Munich dans la sphère médiatique ? Oui, Munich est devenu une référence, voire un slogan, c'est devenu une injure aussi. On parle de Munichois pour des gens qui, au fond, céderaient à la force, ne feraient pas respecter des principes transcendants. Ça repose sur, comme souvent dans l'écosystème médiatique, sur beaucoup d'ignorance et sur des simplifications. Déjà, Munich n'est pas ce que l'on croit. Munich, on a l'impression que c'est la capitulation de Chamberlain et de Daladier face à Hitler et à Mussolini. Ce n'est pas le cas, c'est la capitulation de Chamberlain, très clairement, avec cette politique britannique de l'appeasement, qui est dictée d'ailleurs par des intérêts, on va dire, économiques, bancaires, idéologiques, très, très profonds. Au fond, il y a une admiration dans les élites patrimoniales, politiques, diplomatiques, militaires britanniques du modèle du Troisième Reich, jusqu'à la famille royale, on le sait très bien, dans la mesure où l'Allemagne nazie est un régime optimal. Pour eux, c'est un régime qui a détruit la gauche, détruit les syndicats, qui fait obstacle censément, géographiquement au communisme stalinien, et qui a transformé l'Allemagne en zone optimale d'investissement. Et c'est quelque chose qui est plébiscité par les élites économiques occidentales. Daladier, lui, c'est différent. On en a fait l'homme de Munich, l'homme du renoncement, l'homme de la capitulation, alors que pas du tout. Daladier est un combattant de la Première Guerre mondiale, c'est un agrégé d'histoire qui est sorti du rang, était fils de boulanger, de Carpentras, et qui a des valeurs sociales, il fait partie de l'aile gauche du Parti radical, et c'est quelqu'un qui a très bien vu le danger que représentait l'Allemagne nazie pour l'ordre international, mais surtout pour la France. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment y aller. Il veut la guerre en 1938, mais il ne peut pas parce qu'il est lâché par les Britanniques et il est lâché par ses propres états-majors, notamment l'état-major de l'aviation française. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Munich, c'est une exorcisation par les nazis de ce qu'a été Versailles. Versailles, c'est un club de 4 vainqueurs qui se réunissent entre eux à l'exclusion du vaincu. C'est la première fois que ça se passe dans dans les usages de la diplomatie internationale depuis 1648. Une conférence de la paix, ce sont toutes les parties prenantes qui sont présentes et qui discutent ensemble. Ça a été le cas de 1644 à 48 en Westphalie.
Ça a été le cas à Vienne en 1814-1815, où la France est présente. Alors certes, la France changeait de régime, c'est pas Napoléon, c'est Louis XVIII via Talleyrand, mais de fait, le vaincu est présent. Là, Versailles, ce n'est pas le cas. Ça a profondément heurté les Allemands, qui s'estiment lésés par tout le processus qui va de l'armistice du 11 novembre jusqu'à la signature du traité de Versailles du 28 juin 19, puisque ils considèrent, eux, que à juste titre en réalité, que l'Allemagne a déposé les armes sur le fondement des promesses du secrétaire d'État américain et du président américain, c'est-à-dire les 14 points. Or, diplomatie transparente, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Or, dès le lendemain de l'armistice, le 12 novembre 1918, l'Autriche vote l'Anschluss. C'est le Reichsrat autrichien, le parlement de l'Autriche allemande, vote le rattachement à l'Allemagne. Et les Alliés disent non. Disent non le 12 novembre, le 13, le 18, et ils vont dire non jusqu'en 1919, jusqu'au traité de Versailles et au traité de Saint-Germain. Donc déjà, il y a contravention à la promesse et aux normes du droit international contemporain. Par ailleurs, il y a le fait que le traité de Versailles se fait en l'absence du vaincu. Or, un des principes fondamentaux du droit international, c'est etiam hosti fides servanda. On doit la bonne foi, même à l'ennemi, et même au vaincu. On doit le réintégrer à une communauté logique, à une communauté de sens, on doit discuter avec lui. Donc la fides, censée être un des fondements de la diplomatie et du dialogue entre les nations, n'est pas respectée, on n'a pas respecté la parole donnée, on n'a pas respecté ce principe-là, et on a exclu l'Allemagne de tout cela. Et dès lors, Munich, c'est vraiment un Versailles inversé. Puisqu'il y a 4 puissances qui discutent du sort de la Tchécoslovaquie qui n'est pas présente dans les discussions et qui littéralement attend dans le couloir. Les plénipotentiaires, qui n'ont de plénipotentiaire d'ailleurs que le nom, tchécoslovaques, attendent le bon vouloir et la signature d'un accord qui se fait sans eux. Donc, ce qui s'est passé à Munich, par ailleurs, s'inscrit dans une conception du droit international qui est biologisée, qui est racialisée. Alors, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel dans les élites de l'époque, puisque les catégories de l'anthropologie raciale, du racisme, les catégories de la biologie sont communes à toutes les élites de l'époque, à telle enseigne que lorsqu'on se pose la question, c'est une question faussée finalement, de la passivité des démocraties, lorsqu'on se demande pourquoi ces démocraties n'ont pas réagi face aux nazis, il y a d'une part tout ce substrat ou cet arrière-plan que j'ai rappelé, qui est que, au fond, on admire ce que font les nazis en termes social, économiques, anthropologiques, politiques, etc. Et par ailleurs, les catégories des nazis sont les catégories de M. Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères de la France, qui est un antisémite patenté, un admirateur d'Hitler éperdu, sont les catégories de M. Halifax, du roi Édouard, de son successeur et frère et successeur, etc. Et lorsque les nazis argumentent en parlant de non-viabilité de leur territoire, en parlant de Volkstod, de mort du peuple, de mort raciale, d'étiolement biologique, lorsqu'ils raisonnent en termes d'interland colonial dont ils ont besoin pour se nourrir, ils emploient des catégories biologico-raciales et coloniales qui sont celles de leurs contreparties et de leurs antagonistes. Autrement dit, l'argumentation nazie, elle porte et elle désarme. Il y a la mauvaise foi de la manière dont Versailles s'est déroulé, et il y a le fait que l'épistémé, c'est-à-dire la culture au fond, juridique, anthropologique, politique, historique, des élites européennes, diplomatiques, militaires, médiatiques, universitaires, etc., cette culture-là est commune avec celle des nazis. Il n'y a pas d'hermétisme, c'est pas une monade close sur elle-même, le phénomène nazi, ça respire, ça transpire, ça communique avec l'étranger. Les catégories raciales fondamentales des nazis sont importées de Grande-Bretagne, le darwinisme social c'est une invention britannique, et à raison, puisque ce sont des métropoles coloniales qui ont sécrété ce genre d'idées. C'est la Grande-Bretagne, c'est la France, ce sont les États-Unis également, qui sont une métropole coloniale à domicile, avec un empire colonial introjeté, qui fait partie de la cohérence du territoire. Et c'est pour ça que lorsque l'on parle de Munich, on se trompe très largement, parce qu'on oublie toutes ces dimensions-là, cette dimension fondamentale que les nazis sont moins un ennemi ou un antagoniste radical qu'un partenaire, au fond.
Et il y a une instrumentalisation de Munich et d'Hitler pour créer du consentement à la guerre. Les États-Unis font ça très très bien. À chaque fois qu'il y a une opération de changement de régime qui est préparée de longue date, il faut brosser le dirigeant comme un dictateur qui ressemble en tout trait à Hitler. Et donc quiconque s'opposerait à une guerre serait traité de munichois. Et on voit ça très très bien à l'œuvre aussi en France avec cette dichotomie démocratie-dictature. Il y a d'une part les démocraties et d'autre part les dictatures, et implicitement on en revient à cette idée libérale que implicitement il y aurait un droit des démocraties à faire la guerre avec les dictatures, mais pour le bien de la civilisation, alors que dans l'autre sens c'est évidemment pour la barbarie. Donc on a cette instrumentalisation et ce très grand héritage de Munich qui fait encore partie de nos discours quotidiens, et qui est très très dangereux pour la marche dans laquelle nous sommes pris, la marche vers la guerre. Sachant que pour les États-Unis, on peut reconnaître une chose, c'est que dans les années 30, le pouvoir exécutif est aux mains des démocrates et d'un bonhomme qui s'appelle Roosevelt, qui est le seul qui a une argumentation dirimante à l'égard des nazis. Vraiment d'opposition permanente, et d'ailleurs Hitler ne cesse de répondre au discours de Roosevelt qui attaque violemment la politique nazie, alors que les Britanniques sont alignés sur le Troisième Reich. Et Roosevelt, c'est très intéressant en termes contemporains aussi. Roosevelt, c'est l'homme de la régulation bancaire, de la séparation entre spéculation et banque de dépôt, c'est l'homme de la politique sociale, c'est l'homme de la politique keynésienne, et c'est quelqu'un qui en interne est conspué, voire vomi par son opposition républicaine sur le fondement d'une extranéité supposée, c'est-à-dire que c'est un non-américain. On ne parle pas de New Deal, on parle de Jew Deal. Je pense aux travaux de Pierre Birnbaum, son livre qui s'appelle Les larmes de l'histoire sur l'antisémitisme américain. On surnomme Roosevelt Rosenfeld. On parle de Jew Deal pour bien montrer que il s'agit d'une politique marxiste, bolchevique, vendue à l'internationalisme juif, et c'est pour ça qu'il est opposé à Hitler. Et les républicains font campagne contre ça. Et ça a nourri des uchronies qui maintenant deviennent réalité. On pense à Philippe Roth, le complot contre l'Amérique, on pense à Philippe Dick, l'homme du Haut-Château. Cette fascisation des États-Unis contre laquelle Roosevelt s'est érigé et qu'il a réussi à contenir par de fait, et c'est une vraie leçon pour aujourd'hui, une politique sociale, fiscale, qui a été d'une justice exemplaire par rapport à ce qu'a été ensuite la contre-révolution néolibérale à partir de Reagan, mais poursuivie aussi par des démocrates comme Clinton de manière radicale. Merci à vous deux pour ce très riche entretien. On avait plein d'autres questions, mais nous sommes maintenant pris par le temps. Au plaisir de continuer à en discuter dans les colonnes du vent se lève avec vous. Je voulais j'ai oublié de dire, j'ai juste oublié de dire quand je parlais de cette solidarité entre impérialistes aux Nations Unies, que si on a la preuve par Gaza, si on regarde tous les votes, que ce soit au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale des Nations Unies, je pense qu'on n'a pas de meilleur exemple de cette solidarité impérialiste entre les anciens colons. Mais bon, c'est trop tard, mais c'est dommage. Ça nous évitera un shitstorm d'anthologie. Mais bon, on n'est plus sur Twitter à partir d'aujourd'hui, donc ça va. Ouais, j'ai jamais été sur Twitter, donc tout va bien. Donc du coup, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle simplement à nos auditeurs et auditrices que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et à faire un don à Le Vent se lève pour que cette émission puisse continuer à exister. Merci beaucoup et à très bientôt.